Bienvenue dans Multipolaire, ravi de vous retrouver sur Global Africa Télé Sud. Paradoxe du moment au Sahel, le Burkina Faso, à travers l'Alliance des États du Sahel, prône une rupture avec les systèmes dits impérialistes. Pourtant, il s'en remet au Fonds monétaire international pour soutenir son économie, comme le Niger, dont le Premier ministre Lamine Zen soigne, lui, ses relations avec l'instance issue de Bretton Woods. Le FMI vient d'accorder un nouveau décaissement de 124 millions de dollars en faveur de Niamey et de Ouagadougou, qui empochent 33,2 millions de dollars d'aide supplémentaire. Pourquoi Ibrahima Traoré sollicite l'appui financier du FMI alors qu'il fustige les instances occidentales? Qu'y a-t-il derrière cette posture? Au-delà du pragmatisme pour soutenir l'économie, accepte-t-il une forme de dépendance qui ne dit pas son nom? C'est notre débat de la semaine dans Multipolaire avec mes invités. Bonjour Jed Koboudé. Bonjour. Vous êtes chercheur chez Interglobe Conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à vous, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique chez Internet Sans Frontières, chercheur à l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci infiniment d'être avec nous également. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et on accueille le docteur Ivekwe Amezo, économiste, fondateur de l'excellent think tank afrocentricity.info. Bonjour docteur Amezo, merci d'être avec nous. Bonjour Samantha, bonjour nos amis débatteurs et bien sûr bonjour à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, une surprise pour commencer. Je vous propose d'écouter Thomas Sankara. C'est un extrait de son discours historique, un plaidoyer pour l'annulation de la dette des pays africains, prononcé le 29 juillet 1987 au sommet d'Addis Abeba. Écoutez. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Voilà, alors c'est évidemment une autre époque, celle des politiques d'ajustement structurel orchestrées par les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale. Bon, c'est un discours très panafricain. Thomas Sankara appelle les pays africains à ce moment-là à ne pas rembourser la dette, évoque aussi ce cercle vicieux de la dette africaine. Est-ce que les choses sont réellement différentes aujourd'hui? Et où est la rupture promise par Ibrahima Traoré, qui revendique l'héritage de Thomas Sankara et s'identifie au personnage ou adore l'être d'ailleurs? On commence avec vous, Abdelkerim. Oui, discours très émouvant et discours intemporel, c'est toujours valable aujourd'hui. Des paroles, on peut dire, précurseurs, il a vu loin. Donc maintenant, la seule différence, vous avez posé la question, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé depuis. Déjà, ça fait presque 40 ans que Thomas Sankara a prononcé ce discours dans un contexte assez dramatique pour l'Afrique et l'économie africaine parce que c'était la période des années 80-90, la période d'ajustement structurel imposée par les FMI aux États africains et ça a fait très très mal à notre économie, à nos sociétés, à nos États parce que c'était justement cette imposition vraiment de la restructuration forcée au détriment justement des politiques nationales qui vont vers la santé et l'éducation. Donc ces priorités de ces hommes politiques et ces États n'ont pas été mises en avant, mais plutôt
des indicateurs macroéconomiques qu'il faut absolument équilibrer pour pouvoir être solvable sur le plan international. Maintenant, vous nous demandez qu'est-ce qui a changé pour Ibrahima Traoré, pour le Burkina, pour l'AES et pour l'Afrique. Où est la rupture Ou la rupture prémisse. Alors, moi, j'ai essayé d'observer un peu la trajectoire, justement, du Burkina depuis la prise de pouvoir de Traoré Ibrahima jusqu'à aujourd'hui. Alors, on voit très bien que les indicateurs économiques ont un peu changé. Quand on regarde le déficit budgétaire, ça s'est passé jusqu'à 4%. Quand on voit la dette, c'est stable entre 58% du PIB. On voit très bien aussi l'inflation qui était de 14%, qui a été réduite jusqu'à 4%. Il y a quand même des indicateurs qui montrent qu'il y a eu des rigueurs. Peut-être que dans la gestion de la chose publique, là, il faut le reconnaître qu'il y a eu de la rigueur. C'est parce que ça a été vraiment amélioré, on peut dire. Quand on regarde vraiment de 2022 jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que l'économie, il y a une stabilité un peu budgétaire. Maintenant, là où la question qu'on se pose, c'est que pourquoi Ibrahima Traoré a choisi d'aller vers l'FMI que d'aller vers les alternatives que celui qui se propose, la Turquie, la Russie, la Chine, avec lesquelles idéologiquement il est en phase. Quand on essaie de regarder pourquoi il a fait le choix du FMI, qui est, comme vous avez dit, assez occidental, dont il a décrié les méthodes. C'est surtout ce point-là. Oui, en fait, moi j'ai essayé de regarder. J'ai regardé, en fait, finalement, ce n'était pas par adhésion, mais ni par acceptation de laisser un peu sa souveraineté pour pouvoir aller ça, ou obligé. Mais non, en fait, j'ai essayé de regarder le projet de Burkina 2026-30, les financements qu'ils attendaient, les 60 milliards qu'ils veulent financer leur projet, et que le fait que le Burkina s'est beaucoup plus retourné vers des alternatives, on peut dire, régionales ou même bilatérales pour avoir des financements. Mais le Burkina n'avait pas accès aux marchés internationaux, aux financements internationaux, n'avait pas accès à ces manne financière. Mais comment il doit le faire pour avoir? C'est justement, il faut que le FMI valide ou lui donne cette certification afin que le Burkina puisse être accepté par les investisseurs étrangers puisqu'il a besoin de devises étrangères, des investisseurs étrangers. La seule façon, je pense, pour lui, de pouvoir diversifier un peu la moitié de son projet avec les pays alternatifs et aussi donner 30% en acceptant l'argent des FMI, je pense que c'est une stratégie de dire je garde ma souveraineté, je garde mes alliances politiques et de l'autre côté, je vais essayer de faire techniquement, stratégiquement pour avoir accès à cette certification du FMI pour pouvoir être solvable et que les gens puissent Mais justement, Jed, vous allez me donner votre avis, votre analyse sur cette question. Est-ce qu'il y a une ambiguïté dans le discours officiel d'Ibrahima Traoré? Il s'affiche comme un symbole de rupture du souverainisme panafricain. Finalement, il est obligé d'accorder ses violons avec le FMI, qui est souvent perçu comme l'outil de l'ordre financier occidental. Alors, je me permets rapidement de revenir sur le fameux discours de Thomas Sankara que vous avez passé en introduction. Évidemment, Thomas Sankara est érigé aujourd'hui au rang d'idole. Et donc, il est difficile d'avoir un commentaire sans soulever beaucoup de réactions. Mais il est évident qu'on retrouve du grand Sankara dans ce test, c'est-à-dire manipulant très bien le pathos. Bon, dire que la dette est un instrument d'assassinat technique, etc. Au fond, je ne sais pas quelle est la part qui relève de l'ignorance et quelle est la part qui relève plutôt de l'efficacité du discours politique. Voilà. Parce que la dette, c'est une façon de faire entrer le temps dans le calcul économique. C'est-à-dire que si vous voulez construire, je ne sais pas, une usine, par exemple, et que vous n'avez pas les sous aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une dette. Donc, de faire entrer, au fond, vous avez deux façons. Soit vous épargnez jusqu'à avoir le montant, et là, vous faites l'usine, au moment où vous avez l'épargne. Donc, ça peut vous prendre 2-3 ans, mais vous pouvez avoir ce montant-là aujourd'hui. Donc, vous faites rentrer le temps dans le calcul économique. Bon, personne n'oblige aucun État à faire de la dette. Personne.
c'est l'État qui, dans ses prévisions, Sauf et s'ils sont dans un choc économique ou des crises économiques, des crédibilités, des crédités, ou sinon. Il y a, il y a- Sauver il y a un l'économie, contexte ouais. Ouais, quel, il y a des quel- contextes. macroéconomique quel aussi que, qui quel que soit force le ces pays contexte, à en faire dernier recours, Oui, en c'est début de l'État. paiement, ils sont obligés de s'endetter pour payer parce que c'est pour ça que l'FMI profite pour justement s'imposer et imposer ses volontés parce qu'ils trouvent des États On faibles. va, Quel que soit le contexte, Oui, comment dire, l'État est le décideur en dernière analyse de faire une dette. Donc, c'est l'État qui décide à la fin. Bon, ça, c'est un point. Et je vais revenir sur votre question maintenant, qui est, au fond, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Évidemment qu'il y a une ambiguïté. Et c'est le bon mot, parce que ce n'est pas une hypocrisie, c'est une ambiguïté. Évidemment, sur le plan politique, il est difficile, enfin, c'est euphémique de dire que l'État burkinabé est en aménité avec les puissances occidentales. Donc, n'est pas du tout, pardon, en aménité avec les puissances occidentales. Mais il est clair que sur le plan technique, il y a des enjeux de sécurisation du cadre macroéconomique et de sécurisation du cadre de l'environnement des affaires. Donc, il y a une coopération technique sur le plan macro. Donc, euh, incontournable pour in- un pays enfin, comme le Burkina Faso. incontournable, Le Niger a pris les devants. incontournable comme fin, mais pas incontournable comme moyen, le FMI. Le FMI est un choix qui finalement s'impose même au régime qui pourfonde les puissances occidentales parce que vous avez des lignes de crédit à très longue maturité avec des taux d'intérêt, parfois des lignes qui sont sans taux d'intérêt, sans interest rate, des lignes qui ont des taux d'intérêt de 2%, de 3%. Si vous allez sur le marché, vous êtes le Burkina, vous allez sur le marché, vous faites prêter à 6, 7. Donc, oui, vous pouvez insulter ou pourfendre les puissances occidentales, mais à la fin, vous voyez quand même que la réalité, c'est que vous bénéficiez quand même des lignes de crédit à taux très intéressants. Docteur Ameizo. Écoutez, moi, je vois ici un problème de compréhension profonde de l'économie, donc la notion d'endettement. Ensuite, il y a un problème de perception. Et l'histoire de l'ambiguïté, on va y revenir. Et puis, il y a la réalité profonde. Donc, M. Traoré, le président actuel du Burkina Faso, il joue sur les deux tableaux. Il parle à son public qu'il doit confirmer, monter un peu dans l'esprit de Sankara, il n'y a pas de souci pour ça. Et il a en face de lui une réalité simple que son économie ou la puissance économique, la marge économique dont il dispose est relativement faible. On le voit dans son programme national de développement où une bonne partie doit être financée par l'extérieur. Donc, à partir du moment où vous allez chercher de l'argent en dehors de vos ressources propres, c'est d'abord votre décision. Et donc, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est l'État burkinabé qui décide, ou pas, mais ici, il décide d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Je rappelle que certains pays africains, la Libye, le Ghana, je crois, et je ne me rappelle plus le troisième, n'avaient pas de dette à un certain moment de leur histoire économique. Et pourtant, ils étaient au niveau du Fonds monétaire international. Donc là, je viens sur la compréhension. Le Fonds monétaire international a deux grandes fonctions, pour faire simple. La première, il faut des études économiques. Il compare l'ensemble des pays. On peut discuter les critères, mais il y a des comparaisons qui restent fiables et que tout le monde utilise. Première chose. Donc, si vous sortez de ça, vous n'avez plus ces comparaisons, donc vous n'arrivez pas à vous comparer avec quelqu'un d'autre, notamment les pays voisins. Deuxième chose, il est capable et il fait des prêts plutôt budgétaires, donc plutôt à court terme. La nouveauté par rapport à Sankara et aujourd'hui, et je l'avais dit dans mon premier bouquin, il faisait avant plutôt ce que j'appelle moi l'ajustement conjoncturel, mais à répétition, qu'on a finalement appelé l'ajustement structurel. En réalité, aujourd'hui, il vous fait bien les prêts en question. On pourra venir en détail de quels deux prêts il s'agit pour le Burkina Faso. Par contre, il vous donne un délai de grâce. Vous avez un délai pour payer 5 ans, 10 ans, voire plus. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous prête, on vous donne le temps d'exécuter votre programme, 5, 10 ans ou plus, et rentrer des recettes budgétaires. Et ces recettes vous permettent de rembourser. Donc, on est quand même un peu différent par rapport à ce que disait Sankara il y a quelques années. Deuxième chose, si vous ne faites pas cela, si vous ne respectez pas les règles qui vous permettent de faire rentrer les recettes, alors là, vous avez une obligation qui est le concept libéral.
du FMI. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais si vous y allez, sachez que vous avez ces concepts, ce sont les conditionnalités. Donc, tout ce mélange fait que souvent, les perceptions qu'on a de toutes ces institutions sont un peu erronées. Maintenant, est-ce qu'il y a une braderie de la souveraineté, comme vous l'avez dit? Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit en fait, pour ce qui est du Burkina Faso, un moyen d'abord de parler à son public et en même temps de retrouver un peu d'argent. Rappelons que sur le plan économique, prenons le franc CFA, ils ne sont pas sortis de l'humour, ils ne sont pas sortis du franc CFA. Donc, il y a quand même des contingences qui font qu'on ne peut pas trop bouger. Et c'est un peu la même chose pour le FMI. Donc, plutôt que de parler de contradiction, moi, je dirais plutôt que ce n'est pas non plus une incohérence, c'est un outil politique. Et tout politicien est obligé de faire ça parce que son public est un peu en avance par rapport à la réalité. Donc, il faut aller vers la transparence. Mais pourquoi le FMI joue le jeu? Mais parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une amélioration des 2 dernières années. Et ça vient de quoi? Ça vient que ce monsieur Traoré a attaqué de front la corruption, le gros problème africain. Et en l'attaquant, mais il rentre plus de recettes, il développe plus de confiance. Je dirais même qu'il fait mieux que le meilleur dans l'AES. On viendra dans les chiffres tout à l'heure. Et du coup, on lui fait plus confiance. Si on fait confiance, du coup, le FMI joue le jeu. Si le FMI joue le jeu, il a plus facilement accès aux investisseurs. Et du coup, beaucoup de pays qui avaient, entre guillemets, considéré que ce pays est un pays à risque, vont commencer à venir faire des investissements. Alors, on va juste regarder quelques chiffres. Il faut quand même rappeler que le FMI, je l'ai dit en introduction, décaisse un peu plus de 33 millions de dollars supplémentaires. C'est dans le cadre donc de son programme d'aide au Burkina Faso. C'est un programme d'aide totale de 300 millions de dollars. Et cela, c'est pour saluer, donc, c'est vrai, les efforts, vous l'avez dit, docteur Ameizo, dans le cadre de la gestion des finances publiques de la transition burkinabé. Ça, c'est un point positif pour cette transition. Ce qui fait dire au FMI finalement que le Burkina Faso est solvable. La question que j'aimerais poser quand même, c'est cet endettement vis-à-vis du FMI s'inscrit sur quelle durée? Quelle est l'échéance? Parce que ça, c'est quand même un point important. On voit aussi ici les chiffres de la dette. La dette, vous l'avez dit tout à l'heure, Delkarim, 58% du PIB, 14,87 milliards de dollars fin 2025. Et pour le FMI, encore une fois, c'est un risque modéré parce Jusqu'à que 60%, c'est modéré. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une dette qui est contractée sur le marché régional, et pas vraiment vis-à-vis des prêteurs internationaux finalement. Oui. Oui, j'y vais. Ok, j'y vais. Non, mais Sur l'échéance finalement en fait, tout à fait. En fait, de la dette. depuis 2023, le Burkina est rentré dans un programme du Fonds monétaire international. C'est le programme de facilité élargie de crédit. Et donc, effectivement, grosso modo, c'est un programme sur, si je ne me trompe pas, sur 10 ans, 300 millions au total. Et là, je crois qu'ils ont déjà décaissé, avec le dernier Un petit décaissement... peu moins de la moitié, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, 130 millions à peu près. Et donc, voilà, donc, le Burkina est dans ce programme-là. Bon. Et donc, il y a des décaissements, des échéances, des décaissements au fur et à mesure. Et aujourd'hui, vous avez posé la question sur la durée. Oui. Bon, aujourd'hui, la maturité de la plupart des décaissements est d'à peu près 10 ans, avec 5 ans et demi de grâce, c'est-à-dire 5 ans et demi où vous ne payez pas le principal, vous payez que l'intérêt s'il y en a, parce qu'il y a des lignes qui sont sans intérêt. Et donc, voilà, comment dire, l'aspect technique de la chose. Et ça, c'est positif ou pas? Parce que le FMI part du principe que le Burkina Faso a les moyens de rembourser. Hein. Parce que vous ne pouvez pas... Les ressources. Moi, je trouve que c'est très positif dans le sens où le Burkina peut avoir accès aux financements internationaux et attirer les investisseurs étrangers pour ne pas justement dépendre de l'FMI et de la dette. Et diversifier ses ressources et avoir la main sur le politique intérieur, même si, comme l'a bien dit, le FMI a des conditionnalités très strictes sur tout ce qui est macroéconomique. Mais la souveraineté dont vous avez parlé, la réalité de cette souveraineté, c'est la capacité d'Ibrahima Traoré à réussir à tenir son cap sur son programme socio-économique, sur la question de l'énergie, sur la question de l'infrastructure, sur la question de la gouvernance minière, de prendre la main, la gestion des mines, et pouvoir aussi sur la question de comment le Burkina peut augmenter sa réserve en devises pour pouvoir aussi avoir accès au marché international. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer est encourageant dans le sens où si le FMI
accepte d'accompagner le Burkina en ayant déjà commencé, hein, ce n'est pas maintenant qu'il donne, comme il l'a dit, depuis 2023, le FMI a déjà donné, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est très encourageant. C'était bien avant, d'ailleurs, les transitions voilà, c'est pour ça pouvoir au Sahel. Hein, pour moi, c'est un outil technique qui permettra maintenant à Ibrahima Traoré, au Burkina Faso et aux autres pays qui le font, de pouvoir être des États solvables, des États où ils peuvent avoir de la confiance et des États qui peuvent... Des États souverains aussi, vous parliez de dépendance du FMI et que l'objectif, c'est de sortir de cette dépendance-là. Mais la dette n'est pas mauvaise en soi. Regardez la France. La dette de la France, c'est plus que son PIB presque. La dette des pays européens, quand vous regardez, c'est abyssal. La dette des États-Unis, c'est inimaginable. Mais la dette, ce n'est pas mauvais en soi. S'endetter, mais n'est pas bien géré et n'est pas remboursé, c'est ça le problème. Donc, du coup, et en plus, ce qui est intéressant, le Burkina ne peut pas être dépendant des FMI. Pourquoi? Parce que c'est seulement 30% de ses financements dépendent des FMI. Les 64%, c'est les autres partenaires, la Russie, la Chine, des partenaires régionaux ou des ententes bilatérales qui font Washington, surtout les États-Unis. Moi, je pense que c'est de la dette intérieure. Et la dette intérieure aussi. Qui est la grosse partie de... Moi, je pense que c'est vraiment très encourageant. Et maintenant, il faut juste faire en sorte que cette rigueur budgétaire qu'il a mis en place puisse tenir dans le long terme. Tant qu'il n'y a pas cette rigueur, il ne pourra pas y aller et le FMI va forcer le Burkina à aller vraiment vers les macros. Je voudrais rajouter très rapidement quand même que, évidemment, il y a cette rigueur budgétaire qui existe, mais ne sous-estimons pas l'effet de la conjoncture. Et quand j'évoque la conjoncture, je veux évoquer le coût de l'or. C'est-à-dire que, grosso modo, l'or pour le Burkina Faso, ça représente à peu près 25% du service de la dette, c'est 80% des exportations. Et l'or s'est apprécié très grandement ces 2-3 dernières années. C'est une donnée prise en compte par le FMI d'ailleurs. Exactement. Donc aujourd'hui, l'once d'or est autour de 4 500 $. Si ça passe en dessous de 3 000, je crains quelques soucis. Alors moi, ce qui m'intéresse, attendez, ce qui m'intéresse, docteur Amezo, c'est aussi de savoir la marge de manœuvre d'un pays comme le Burkina Faso face justement aux manœuvres du FMI, pas dans le sens négatif, hein, mais c'est vrai que le FMI est une institution qui impose des critères très stricts, qui exige des réformes en contrepartie justement d'un programme d'aide. Sur cette question-là, est-ce que finalement, d'abord, les bons résultats qui sont obtenus aujourd'hui en matière de gestion des finances publiques par le Burkina Faso, c'est le résultat des efforts de cette transition, ou alors c'est un miracle qui est piloté par Washington, les États-Unis, l'un des premiers contributeurs du FMI. Docteur Amezo. Écoutez, dire que quelqu'un pilote quelqu'un, c'est très difficile. Je vous rappelle que la Chine n'a pas suivi les programmes du Fonds monétaire international et la Chine se porte très bien. Donc, commençons par le commencement. Cette facilité élargie du crédit, des 300 millions dont vous parlez, vous avez parlé des détails, mais je voudrais quand même insister, le taux d'intérêt est quasiment zéro et le délai de grâce, donc à partir de 5 ans, on peut payer. Donc concrètement, on donne du temps. Ils commenceront à rembourser en 2037. Et ils ont jusqu'à plusieurs années avant de rembourser. Donc, il faut quand même montrer que c'est plutôt un outil qui va aider le Burkina Faso. Ça, c'est un. La deuxième chose, sur la notion de souveraineté, là encore, il y a beaucoup de quiproquos. Une souveraineté ou la souveraineté, excusez-moi, c'est comme l'Union africaine. Ce sont des objectifs à terme. On s'organise tous les jours que Dieu fait pour qu'on puisse y arriver avec des hauts et des bas. Alors, quand dans la mentalité d'un certain nombre d'Africains, il consiste à le faire aujourd'hui et de manière radicale, non seulement c'est une erreur fondamentale, mais ça relève de l'ignorance. Il faut le dire clairement, et je le vois dans les réseaux sociaux. Donc, à partir de là, un dirigeant comme M. Traoré, il joue sur les deux tableaux. Il ne peut pas perdre sa popularité auprès de ces jeunes, donc il leur dit, écoutez, on va le faire, cette souveraineté. Mais la réalité, il n'est pas sorti du franc CFA, il n'est pas sorti de l'UMOA, il n'est pas sorti du FMI. Donc, il a besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Sauf que ces jeunes qui crient dans le système des réseaux sociaux, il faudrait qu'ils se mettent à travailler. Il faut créer de la richesse, il faut créer des recettes, il faut que ces recettes rentrent dans l'État. Et là, oui, si vous êtes 100% indépendant, mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher de la dette, encore moins le FMI. Et là, vous avez votre souveraineté. Sauf que c'est un objectif à terme.
Alors, sur Alors, un l'or, et on peut objectif à terme, est-ce que c'est suffisamment clair justement pour les populations, comme vient de le Alors, dire attends, le t'es docteur t'es au Amezo? Est-ce que gouvernement. le capitaine Traoré, il est assez transparent vis-à-vis de sa alors, population? Est-ce qu'il a sous-estimé la réelle politique ou vendu du rêve, finalement? Parce qu'il ah non, ne non, dit il n'a peut-être pas pas, tout à fait la vérité. il n'a pas vendu du rêve, puisqu'on voit La vérité, l'impact. c'est qu'il a besoin du FMI pour On voit très, en fait, stabiliser son pays. C'est il, ça, l'économie de son il n'a pays. pas vendu du rêve parce qu'on a vu les réalisations, parce que les institutions internationales commencent à lui faire confiance. Sa gestion budgétaire est en train d'être reconnue et même accompagnée. Des projets sont en train d'arriver. Moi, je pense qu'il a eu des projets et que maintenant, la population commence à sentir ces projets. C'est quoi les priorités d'Ibrahim Traoré? Il y en a 7. L'autosuffisance alimentaire, les infrastructures, la connectivité, l'énergie, la sécurité, toutes ces priorités qui améliorer le niveau de vie des Burkinabés. On voit très bien qu'aujourd'hui, quand on mesure l'opinion burkinabé, on voit très bien que la population accompagne toujours Ibrahim Traoré et commence à participer elle-même dans ces projets-là. Maintenant, avec l'autoroute Ouaga-Bobo-Dioulasso, qui est en train d'être fait, on voit très bien qu'il essaye de mettre en pratique ce dont il a dit. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Nul n'est parfait et rien n'est parfait. Et maintenant, il faut faire en sorte que ces efforts puissent aboutir et que la sécurité, la lutte contre le terrorisme puisse aboutir et permettre l'attractivité de ces pays-là être une réalité, que les investisseurs étrangers puissent venir, que les recettes puissent être bien gérées et que le Burkina puisse être autonome. C'est comme ça que la souveraineté s'est construite. Alors justement, Jeanne, est-ce qu'il y a une vision erronée de la souveraineté telle qu'elle est définie aujourd'hui par un Ibrahima Traoré ou un Assimi Goïta? On voit qu'il est dans une stratégie de survie plutôt. On pourrait même lui reprocher de brader sa souveraineté pour s'en sortir. Mais vous soulignez un point crucial de la discussion. Je pense que l'on confond plein de choses. Et quand ce régime dit de transition parle de souveraineté, ils sous-entendent l'indépendance. Mais il n'existe pas un seul pays sur Terre indépendant. La souveraineté, en dernière analyse, c'est la capacité de choisir. Voilà ce que c'est. Et qui s'inscrit sur du long terme. Exactement. Aussi et qui se construit avec des partenaires comme le FMI. Un pays peut souverainement décider d'être dépendant. Donc la souveraineté, c'est pas l'indépendance. C'est le discours politique et puis les réalités. Exactement. Donc lorsqu'on commence à vendre la souveraineté comme une forme d'autarcie, on va y arriver nous seuls dans notre coin, etc. En fait, ça ne marche pas. En fait, c'est d'ignorer plein de choses et surtout qu'on rentre dans l'ère de ce que j'appelle l'économie des grands blocs. Il y a une interconnexion entre les économies aujourd'hui qu'on sous-estime. Moi, je fais un travail en ce moment chez Intègre Conseil. On voit que quand vous entendez un pays, quand on dit made in, par exemple, quand on dit made in France, c'est surtout made in monde. Vous n'imaginez pas la complexité des chaînes de valeur aujourd'hui, l'imbrication quasiment inextricable des économies. Parler de souveraineté pour sous-entendre l'indépendance, c'est une bêtise. La souveraineté, c'est la capacité à décider et à choisir ses dépendances. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, au fond, quand... évidemment qu'il y a une méconnaissance fondamentale de ces notions quasiment philosophiques. Je pense qu'il s'est retrouvé en difficulté parce que quand vous étiez en caserne, tout à coup vous devenez président de la République et puis vous découvrez la réalité des choses, c'est-à-dire la souveraineté effective qu'il faut assurer. Parce que soit vous avez une souveraineté décidée, négociée, donc avec l'ensemble de vos dépendances, soit vous avez une souveraineté, comment dire, menacée par la réalité, c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire la faim, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas d'emploi, etc. Donc, je pense qu'il s'est vite rendu compte que c'est sympa les envolées
Non, mais parce qu'il y a une problématique aussi vis-à-vis de la mais- perception du Fonds monétaire international Ouais, par mais ça, c'est- l'opinion, les ça, c'est- opinions du Sahel. Il faut c'est la non, mais il responsabilité faut prendre, oui, le cas malien. Si on- responsabilité Oui. historique. il faut évoquer le cas malien. L'État en Afrique. Ouais. C'est la responsabilité Non, mais historique. il faut évoquer aussi. Non, il faut le souligner. Mais ce n'est pas faux non plus. Quand des gens En fait, comme Sankara n'accusez vont à la n'accusez télé pas les et Africains qui parlent de d'avoir millions étiqueté la d'Africains. nature des FMI. Non, mais quand des Le gens... FMI est responsable de cette étiquette. Quand des Puisque gens- le quand FMI des s'est gens- mal comporté. Non, mais quand des gens, Oui, des chefs d'État, mais c'est pas. africains, Ils ont raison ou pas? Ils ont raison ou pas? aujourd'hui, Ils ont raison ou comme pas? Sankara, passe à la télé. Oui. Dans un autre contexte, une autre époque. Est-ce que Sankara a raison ou pas? Et même aujourd'hui, Sankara a raison ou font pas? des discours qui ignorent totalement la raison et versent dans le pathos. Non. Versent dans le pathos. Ne réduisez pas Sankara à des personnes qui font juste des grands discours grandiloquents et n'a rien à voir dans le fond. Non. Ok, mais Sankara dis a payé de sa vie. Sankara a payé de sa vie, sa prise de position et d'avoir dit cette réalité. Mais- D'accord? Vous ne pouvez pas ignorer cela. Non, tous mais les je autres l'ignore leaders, pas. Kourouma, Alors, Lumumba et les justement- autres qui ont justement cette question de souveraineté. Abdelkerim, Cette ça question serait de la intéressant République. d'évoquer aussi le cas Oui, malien, qui est le oui. seul pays de l'AES qui n'a pas adhéré à un programme d'aide avec le FMI. Et il y a eu un bras de fer quand même. Oui, mais ils ont eu- Important entre le FMI et la transition malienne, parce qu'il fallait négocier aussi Non, mais Alors, les réformes. la Et friction est liée au fond, Mais vous au ne pouvez pas- non-respect du Vous contenu. ne Parce que pouvez, vous ne que fait pouvez pas ignorer, vous ne pouvez vraiment pas ignorer la réalité que le FMI est parfois aussi une institution qui se comporte comme une puissance et impose. le FMI ne Et va, que- ne va dans comment aucun voulez-vous- pays sans être Non, appelé. non, si. Le FMI Le ne va FMI dans aucun pays sans est être imposé. appelé. Mais c'est une solution imposée par d'autres puissances. Imposé par... Supposons que vous êtes en défaut de paiement et que votre État fait faillite et qu'on vous dise que voilà, c'est la solution ou rien d'autre. Sinon, Ben, vous-même, ou vous rien allez... d'autre. Non, Comme ne ça, dites ou pas rien ça. d'autre. Non, mais qui d'autre le fera à votre place? On n'a jamais vu un État sauver un autre État. Dites-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. non, mais Ben, la problématique, Abdelkerim, Attention, c'est pas un État qui a sauvé. Le plan Marshall, c'est pas un État. C'est une coalition Abdelkerim, d'États qui ont sauvé juste- l'économie française, parce que l'économie française dépend aussi, l'économie américaine dépend de l'Europe et de la France. Alors juste, D'accord. j'ai une question importante. Il a un choix. Non, mais La dernière chose que je voulais ajouter, Ouais. mais dernière, c'est que tout ce que vous dites là dépend de qui contrôle les ressources. Pour moi, la vraie souveraineté, c'est quand nos États, nos dirigeants vont contrôler et prendre en main la gouvernance minière et savoir à qui vendre, Bah, de gérer toute et tout ça. façon, Tant que ça, c'est pas fait, Abdelkerim, de toute ce n'est pas façon, on va faire souverain. réagir le docteur Amezo. Certains États le font, le Burkina est en train de le faire, Ouais. et cet Mais accompagnement... c'est grâce permet- aux ressources, Oui, justement, mais il faut avoir les moyens et la capacité stratégiques de le faire. que le Même pour- même- remboursement de la dette va pouvoir se faire. Donc, Non, mais si on gère bien, si les autres peuvent le faire, pourquoi on ne peut pas le faire? Si la Chine peut aujourd'hui, grâce à ses ressources, rembourser les dettes et être indépendant, pourquoi nous on ne peut pas? Simplement, Si la- simplement en Chine, D'accord. vous Non. faites un acte. Non, mais c'est pas vous êtes ça. En fait, dirigeant. quand- Vous faites Non, mais un acte de corruption. Vous pensez que nos leaders sont pareils depuis les alors, indépendances s'il vous plaît, aujourd'hui? j'aide Abdelkerim. Non, On va mais juste au lieu d'être avancer. tendu pour maîtriser ses ressources, c'est que dépendre. Vous donnez l'exemple de la Chine. Je dis Je ne dis pas qu'en que, je ne Chine, dis pas que de la Chine, c'est un exemple Rapidement, parmi Jadj, on d'autres. va avancer. Pardon. On avance juste parce que on parlait de stratégie, de survie. désolé, Non, mais c'est très vif, c'est très bien. Vous confrontez vos idées, il n'y a pas de souci avec ça. On parlait de stratégie de survie, de braderie de la souveraineté, mais il y a cette question importante. Est-ce que les transitions militaires recherchent auprès du FMI finalement une légitimité? Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'élection au sein de l'Alliance États du Sahel. Et je voudrais que vous commentiez ce message posté par un ancien ministre ivoirien, Alain Lobognon, un message donc posté sur X. Voici ce qu'il dit: derrière les coups d'État du 21e siècle en Afrique se cache une impunité soigneusement entretenue par les institutions de Bretton Woods en ne gelant pas systématiquement leur financement. Elle manque l'occasion d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel et laisse les putschistes croire qu'ils peuvent renverser un président élu, piétiner l'état de droit, la démocratie et les droits humains sans conséquences majeures. En accordant des prêts aux juntes, le FMI et la Banque mondiale les incitent à s'accrocher au pouvoir illégalement. S'ils veulent vraiment aider l'Afrique, ils cessent ces financements qui ne font que flatter l'ego des militaires putschistes. Docteur Amezo, je sais que vous avez envie de commenter ce qui s'est dit, vous allez sûrement le faire, mais est-ce que le FMI légitime ses pouvoirs de transition au Sahel finalement? La réponse est non. La réponse est non pour plusieurs raisons. D'abord, celui qui vient de parler, que vous avez cité, je pense qu'il fait une très très grosse erreur, parce que la notion de putschiste n'est pas que militaire.
Il y a des gens qui devaient faire 2 mandats, ils ne sont pas partis du pouvoir. Et on peut citer le cas de la Côte d'Ivoire dont il est, le Togo, il y en a plein d'autres. Donc la notion d'aller prendre le pouvoir contre le gré des populations, écoutez, ça ne se limite pas à un coup d'État militaire. Donc il faut qu'il revoie sa copie sur ce plan-là. La deuxième chose, c'est la notion de dépendance et d'interdépendance. La notion de souveraineté, quand on le dit aujourd'hui, peut-être dans les années de Sankara, c'était beaucoup plus évident parce qu'il y avait une pression beaucoup plus grande des pays occidentaux. Aujourd'hui, ils ont leurs propres problèmes et je reviens à la notion de ressources. Pour pouvoir être indépendant, il faut non seulement contrôler ses ressources, sol, sous-sol et hors-sol d'ailleurs, mais il faut surtout le transformer. Il faut faire de l'industrialisation, il faut le transformer pour créer de l'emploi. Cet emploi crée des salaires, donne des pouvoirs d'achat. Or, aujourd'hui, la plupart des chefs d'État africains en sont incapables. Et ça ne les intéresse même pas. C'est ça le fond du problème. Ils veulent de l'argent rapide. Et à partir de là, ce n'est pas la gestion de la dépendance qui pose problème, c'est la gestion de l'interdépendance. Avec qui je vais m'organiser pour que je puisse réussir ces rentrées de recettes? Alors, ils ont cru que d'un seul coup, on pouvait le faire avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, etc. Pourquoi pas? Mais tous ces gens-là veulent aussi accéder à la ressource. Et ils ont une compétition entre ces grandes puissances et ces grands blocs, ça a été dit d'ailleurs, entre parenthèses. Or, certains de nos dirigeants ne comprennent rien à tout ça. Il faut dire la vérité aussi. Il y a quand même des gens incompétents qui ne comprennent pas ce problème. Et il faut qu'ils fassent appel à des économistes comme il y a sur le plateau, où il y en a un peu partout à gauche, pour pouvoir expliquer, à gauche et à droite, pour expliquer. Parce que quand ils ne comprennent pas, ils font des erreurs stratégiques fondamentales. Alors, pour revenir à votre question la plus profonde, bien sûr que le FMI est une institution technique. On connaît ses limites. On connaît ses limites, mais on n'est pas obligé d'y aller. On aurait pu faire ce prêt auprès d'une banque asiatique, une banque arabe ou une banque même du BRICS. Mais pourquoi ils l'ont fait ici? Alors oui, ils permettent d'aller vers le marché du système libéral. Ça permet de continuer avec le CFA, continuer avec les BRICS. Est-ce que c'est légitimé? Non. Ils ont le choix de choisir quelque chose d'autre. Sauf qu'ils n'ont pas prévu tout ça. Ils ont cru que le seul de venir au pouvoir, ça y est, on est indépendant, on est souverain. C'est faux. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. La souveraineté, c'est à terme. L'unité africaine, c'est à terme. Mais on va s'organiser tous les jours. Il y a des avancées, il y a des retards, il y a des gens même qui sont contre et des gens qui veulent retourner à la colonisation. Tout ça, c'est l'Afrique. Il ne faut pas se faire des idées. Il y a 55 États. Donc, chacun pense un peu ce qu'il veut. Mais il faut s'arrêter à un moment donné pour qu'on revienne avec la réalité de ce qui se passe. Alors oui, la rupture, elle est symbolique. Mais il y a quand même des choses qui sont réussies. Après tout, le Traoré, la présence militaire française, elle n'est plus là. La rhétorique diplomatique, blabla, la condescendance des Français n'est plus là. L'alignement automatique sur l'Occident, ce n'est pas là. La posture de soumission politique, elle n'est pas là non plus, notamment dans l'AES. Donc, il y a eu quelques progrès, mais il y a eu des dépendances. La dépendance économique, on a encore le franc CFA, on n'a pas changé. Tout le système financier, on passe par le SWIFT, on passe par le FMI. La structure extractive, l'essentiel de l'or dont on parle, mais ça appartient encore à des étrangers. Ce n'est pas normal. Le mécanisme de dette et la fixation du taux d'intérêt qui fait usurper le futur, l'argent futur vers un monde étranger qui est étranger du Burkina Faso, ça existe aussi. Comment arriver à négocier ça? Il faut alors ce que j'appelle la capacité d'influence et la capacité même de nuisance. C'est ça qu'ils comprennent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut changer les choses. Alors, Jed, on va conclure rapidement et calmement. Jed, là-dessus, sur les deux questions que je posais, est-ce que les gens recherchent finalement aussi une légitimité auprès du FMI et vice-versa? Et puis, sur la question des nouveaux partenaires aussi, il y a peut-être une dépendance maintenant qui est constatée un peu trop forte vis-à-vis de ces nouveaux partenaires également. C'est évident. C'est-à-dire que il y a aussi cette banque d'investissement qui a été mise en place et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Oui. Bon, voilà. Bon, après, on peut jouer sur tous les tableaux, pourquoi pas aussi. Oui, non, tourner vers le FMI, les banques d'investissement. Après, le FMI, c'est une instance multilatérale qui travaille un peu avec tout le monde. Oui. Alors, vous avez raison. Il faut quand même revenir à quelque chose. Moi qui suis partisan plutôt d'un système politique de liberté. En effet, je ne vois pas de bon œil que des régimes plutôt autoritaires soient comment ça s'éterniser au pouvoir? Je ne sais pas, Abdelkarim va peut-être nous donner son analyse. Après, chacun avec ses goûts. Dire c'est l'ère de démocratie que soutient des dictatures, il y en a aussi. Des dictatures qui chassent, qui combattent des hommes démocratiquement élus, il y en a aussi. Absolument. Pour moi, ce n'est pas un critère de... moi, je dis juste mes préférences. Moi, j'ai une préférence pour un régime de liberté. Bon, voilà. Tout le monde. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Moi, je me suis pas sûr. L'hypocrisie des Occidentaux qui disent quelque chose qui font le contraire. Bon. Qui mettent des normes et qui font les... Pour moi, ça, c'est encore un autre point du débat. Mais en effet, comme je suis partisan de cela, en effet, tout moyen pour
pour ne pas encourager des systèmes autoritaires, oui, je suis plutôt favorable à cela. Après, il faut se rendre compte de quelque chose. Le fait d'être militaire ou d'être membre de l'armée n'accorde pas une vertu de bonne gestion ou n'accorde pas une intelligence Ah bon? d'un coup. Parce que il se trouve que Les grands leaders sont des militaires. La Russie, c'est un militaire dirigé par un militaire, n'est-ce pas? je continue. Alors là-dessus, De Gaulle est un militaire. Non, le fait. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est un enfin, je pense qu'il parlait surtout de régime de Oui, mais cadre en fait, non, institutionnel. c'est pas une question de sophisme. Vous voulez juste que c'est les Africains, des militaires africains. Attention, on va conclure. Il y a eu des militaires qui ont été des bons chefs d'État. Ne veut pas dire que si on est militaire, on est bon chef d'État. Voilà. Vous voyez la différence? Bon, voilà. En même temps, après, je dirais que le FMI n'est peut-être pas aussi dans son rôle aussi pour poser des conditionnalités de cet ordre-là, mais ce que je dis, on peut considérer que c'est une avancée d'ailleurs. Une tenue militaire ne confère pas une capacité de gestion. Adèle, de la fin, c'est pour vous. Et une fois, alors, on le découvre. En une minute. Je respecte votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord. En fait, pour moi, seul le peuple juge la légitimité d'un chef d'État ou d'un président. Le FMI, les autres, d'ailleurs le FMI ne fait que légitimer un cadre économique et des indicateurs économiques pour que les autres puissent avoir confiance pour investir. Point. Ça s'arrête là. Mais la légitimité, qui juge de la légitimité d'un dirigeant, c'est le peuple. Point barre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. En économie, ça ne marche pas. C'est le peuple. Aujourd'hui, est-ce que la question primordiale qu'il faut se poser, est-ce que le peuple burkinabé est d'accord avec son chef d'État? On n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien. Non, ça c'est la question. Pour moi, de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, je constate qu'ils sont satisfaits, ils le soutiennent à 100%. Il faudrait peut-être aller sur place, poser la question au Burkinabé. Ensuite, la question de liberté, de démocratie, ça oui, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Le fait qu'on supprime les partis politiques, on supprime les institutions démocratiques, oui, mais j'espère que ça ne va pas durer et que ça va être rétabli. Merci beaucoup à vous, Abdelkarim Yacoub Koundogomi. Merci, Jed Koboudé. Merci, Dr Amezo, pour vos analyses. Merci à Romain Cléco-Demingue pour la réalisation et la préparation de cette émission. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Vous retrouvez Multipolaire sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de commenter comme toujours. À la semaine prochaine.